donc vous êtes en direct sur la page Facebook Automodélisme avec Tony Masclé et Patrick Auvinet. Tony qui était l'un des créateurs d'automodélisme. Patrick que vous avez déjà dû croiser sur des circuits ou sur Facebook, un peu partout, peut-être sur les sites de rencontres, mais on va pas aller jusque-là. Et, euh, et Patrick a eu le courage la semaine dernière et la semaine d'avant de faire des lives de lui-même pendant cette période de confinement où on n'a pas trop de RC à se mettre sous la dent, on peut pas rouler. Enfin bon, c'est une période un peu compliquée, même pour les sponsors. Je pense que ça reste une période aussi compliquée à gérer avec les pilotes. Et en partant d'un délire sur des commentaires Facebook, on s'est dit, bon allez, tiens, pourquoi pas faire une interview à l'ancienne avec Patrick et Tony qui s'est joint à l'aventure. Voilà un peu pour le petit topo. Donc je vous laisse la parole pour vous présenter aussi un petit peu. Bon, alors je l'apprends juste avant Patrick. Donc, Vas-y. Viviane m'a déjà présenté, donc Tony. Actuellement, j'ai ma page YouTube Tony RC que j'ai commencé il y a 2 mois. Et vous pouvez vous abonner, il n'y a pas de souci. Mais désormais, on va reprendre un petit peu d'interviews pendant cette période de confinement. Et puis, sinon, historiquement, j'avais créé le site Automodélisme avec Virginie et avec Mathieu. Et enfin, je ne vais pas raconter l'histoire aujourd'hui, c'est pas le. Et donc, on va laisser la parole à notre invité du jour pour que ça commence enfin. Salut Patrick. Coucou tout le monde. Bon, désolé un peu pour le retard. Promis, c'était pas trop moi là, c'était moi. Non, sinon pour ceux qui me connaissent pas, donc Patrick Junior Auvinet, j'ai 22 ans. J'habite dans le sud de la France, à côté de Montélimar, qui est droit à Bardèche. Je fais du 1/8 tout-terrain thermique donc depuis 6 ans. J'ai commencé la RC quand j'avais 6 ans et demi avec du 1/5. Je pense que ceux qui sont présents durant ce live me connaissent, je pense. Après, que dire de plus sur moi, je partage cette passion avec mon père depuis tout petit. Et puis voilà, et ça fait vraiment plaisir, malgré cette période de confinement, de pouvoir un peu parler de notre passion. Et l'idée de faire ce petit live avec Tony et Vivi, ça peut occuper pas mal de personnes et ça peut être rigolo. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Bon, a priori, Patrick, il faudra que tu parles un peu plus fort d'après les retours qu'on a eu sur le live. Plus fort. Ouais. Okay. Voilà, pour la suite. Et du coup, l'idée de l'interview, c'était qu'on te fasse quelques questions. Donc, pour vous expliquer un petit peu le plan, il y aura donc 30 minutes de questions-réponses avec Patrick. Et ensuite, 15 minutes des questions des internautes qu'on récupérera sur le chat à la fin de cette petite interview. Voilà, donc je laisse la parole à Tony pour la première question. Alors, d'abord, moi, je vais plus comme juste pour présenter mon profil aux gens, c'est que j'ai fait beaucoup de TT dans le passé et j'ai arrêté depuis 8 ans, donc en 2011-2012, je ne sais plus quand j'ai arrêté, donc il y a peut-être 8-9 ans déjà que j'ai arrêté. J'ai repris là cet hiver le modélisme, donc en fait, moi, pendant toute cette période, j'ai complètement coupé. Donc moi, je vais plutôt poser des questions un peu candides. Voilà, donc déjà, Vivi sera plus sur les questions TT 1/8 technique. Déjà, qu'est-ce que tu apprécies à pratiquer la RC ? De ce que j'apprécie donc dans la RC, je trouve que c'est un milieu à part. C'est-à-dire que c'est pas le milieu sportif comme beaucoup de jeunes font du foot, du tennis ou autre. Je peux considérer ça comme ma deuxième famille. On se retrouve tous les week-ends sur un circuit et je la vois comme ça. La RC, c'est vraiment une passion, c'est quelque chose que mon père du coup m'a donné depuis tout petit. Et donc pour moi, ouais, c'est une philosophie entre guillemets. On passe beaucoup de temps dessus. Si moi j'ai une petite question. Lorsque tu étais tout petit, t'as pas commencé tout de suite par la compétition ? Cette question, elle est un peu. Je pense que la plupart des personnes répondront que non, j'ai fait un peu de loisirs, mais non. Moi, je l'ai fait direct, j'ai un 5e tout-terrain, et ma première course, c'était une Coupe de France en 2004 à Privas, donc un club en Ardèche. Donc mon père était le président. C'est pour ça que j'ai commencé la RC. Parce qu'à la base, je ne devais même pas être pilote. À la base, ça devait être ma mère. Sauf que ma mère confondait la droite et la gauche, et la voiture revenait vers nous. Donc c'était un peu compliqué. Et donc, moi, ce que j'aimais quand j'étais tout petit, c'était les départs quand tout le monde se rentrait.
Et, une fois, mon père, du coup, m'a fait essayer. Et ça a plutôt bien matché. Et donc, direct, il y avait une course, je ne sais plus à peu près les périodes, mais il y avait une Coupe de France à Privas. Donc, mon père a organisé, justement. Et j'ai participé à cette Coupe de France. De mémoire, on était 35 pilotes et j'ai fini 35e. Et c'était ma première course. Donc, la voiture était pas plus lourde, mais elle était, ouais, on va dire, plus bonne que moi. Et donc, on a 5e tout-terrain, bien évidemment. Donc, voilà comment on a commencé. D'accord. Ouais, donc de suite, tu as fait de la compétition, quoi. Ouais, direct. Et puis, mon éducation fait que, comment dire, la compétition, c'est quelque chose d'important dans la famille. On se donne toujours tous les moyens pour être, euh, pour être devant. Donc, notre façon un peu de faire dans la famille. Donc, direct, ils m'ont mis dans le bain. Et puis, voilà. Bon, mais super. Ouais, c'est plutôt une belle histoire et on peut remercier ta mère, du coup, d'avoir confondu sa gauche et sa droite. Exactement, hein. Mais je la remercie tout le temps. Et puis, elle est contente que ce soit moi qui ai pris le relais. Je pense pas qu'elle aurait supporté le dad de week-end encore, ça. Ouais, c'est vrai qu'en couple, des fois, c'est un peu Ouais, je pense que compliqué. ça doit être complexe. Un peu. Bon, en tout cas, Ouais, ouais. j'espère que Vivi, super le son. Par contre, Junior, bof. Je fais un petit point pour le son pour Tony, qui est plus monsieur technique. Puisque les gens trouvent qu'on n'entend pas trop Junior à la vidéo. Je sais pas si sur Discord, il y a un petit réglage. Tu peux faire un clic droit sur sa vignette, Vivi, et tu montes son volume. Alors, je ne sais pas si ça va le monter sur le stream, mais normalement, ça devrait quand même. D'accord, Tu le mets à 200%. ça marche. Je te laisse poser la question alors. Alors, pourquoi dans ta famille, vous avez fait du 1/5e? Parce que mon père travaillait donc avec un collègue à l'époque qui faisait du modélisme. Donc après, je n'ai pas trop les années en tête. Je pense que c'était dans le début des années 2000. Euh, mon père avait acheté un peu des magazines de RC. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui. Je pose la question. Ok. Donc mon père avait acheté des magazines de RC. Il avait vu un mardeur, de mémoire un mardeur FG 1/5e à vendre. Et à Montélimar, il y a un magasin modélisme passion. Donc mon père s'est un peu renseigné et, donc il a acheté un 1/5e directement. Et mon père est un grand bricoleur. Sur le 1/5e, on peut faire beaucoup de choses. Il avait acheté un tour, il avait acheté une fraiseuse et ensuite une fraiseuse numérique. Donc il usinait pas mal de pièces. Il faisait vraiment son bricolage et il adorait. Sur la 5e, on pouvait vraiment bricoler un peu tout ce qu'on voulait. Donc il a toujours adoré ça. Et vu que lui il faisait du 1/5e, en 2004, il m'a passé le flambeau. D'accord. Voilà comment ça s'est passé. Et pour en revenir un peu à la petite anecdote, mon père n'a jamais aimé le 8e à l'époque. Ah. Parce que justement les moteurs c'était, excusez-moi du terme, mais un peu merdique à régler, le bruit, etc. Et puis nous en 1/5e, la mentalité des courses en 8e, ça ne nous donnait pas trop envie. Voilà un peu l'histoire. Comme quoi, il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis. Je pense qu'il est pas loin, non? Pour que tu te retournes, Ouais, il n'est pas loin. il pourra nous faire un petit coucou Ouais. en passant. Ouais, il Euh, passera, il passera. et du coup, ben, c'est bien, ça rebondit sur la question suivante qui était pourquoi être passé du 5e au 8e? Euh, C'était un peu. Parce que quand on avait. Donc en 1/5e, on faisait des courses ensemble, on traversait la France et l'Europe ensemble. On a fait le premier championnat d'Europe 5 en 2010. Et, euh, et en fait, à chaque fois où on avait une mésentente entre du coup, mon père et moi, bah, moi je lui faisais une menace, alors que j'étais minot, hein, j'étais petit. Je faisais la menace que je voulais arrêter le 1/5e et je voulais faire du 8. Parce que je voyais dans les magazines des Yannick Gouin, Jérôme Gouin, etc. Et je lui faisais la menace, et vu que je savais qu'il aimait pas ça, et bah, ça marchait bien. Et vraiment, ça l'embêtait. Quand je disais ça, ça l'embêtait énormément. Jusqu'au jour où en 1/5e, la mentalité avait un peu changé. Il y avait eu un peu des histoires lors de l'Euro en 2013 de toute l'équipe de France avec les FRA.
Et ça avait comment dire, un peu embêté tout le monde. Et donc, je me suis rapproché de Nicolas Noble, le frère de Maxime, euh, qui était venu dans la région pour une colonie. On s'était croisés comme ça à pur hasard. Et lui faisait du huitième et il m'a un peu taquiné sur ça. Et donc j'ai acheté un huitième avec les sous que j'avais gagnés pendant l'été. J'avais acheté un Mugen MBX6R, donc avec tout équipé, le banc, etc. Et mon père, à côté, il voulait pas. Il disait, ouais, bon, tu fais ta vie, moi c'est le cinquième et puis c'est tout. Donc ça, c'était en 2014, ouais, en 2014, été 2014. Et jusqu'au moment où finalement, bah, il m'a aidé à démarrer la voiture. Il s'est un peu renseigné sur la mécanique. Mon père, il adore apprendre des choses tout le temps. Et là, pour lui, c'était quelque chose de nouveau. Donc il est rentré dans le jeu et finalement, bah, il a kiffé autant que moi. Et c'est cool. C'est cool quand on voit l'histoire qu'au final, bah, il y a 10 ans, jamais on aurait fait de la huitième. Tu m'étonnes. Et là, t'as pas du tout refait de 1 cinquième depuis. Depuis, non. Wow. En 2014, c'était l'année de transition. Je faisais quelques courses de ligue en A8e, donc dans le coin, par exemple à Champs-sur-Rhône, dans la Ligue 9. Et sinon, en A5e, on avait fait, je crois, un championnat de France à Besançon, qui s'était très mal passé. Puis c'était l'époque où les 4 roues motrices sortaient en A5e. Parce que je roulais en K2, j'étais en 2 roues motrices. Et c'était la même époque où il y avait un peu du brouhaha, on va dire, dans le 5e. Et beaucoup ont quitté cette discipline, et nous aussi, du coup. Et après, on est passé en A8. D'accord, ouais, c'était le bon moment pour partir, quoi. Voilà, c'était ça. Et puis, je pense que le destin a bien fait les choses, le fait que je rencontre Nicolas Noble dans une colonie. C'est énorme. Il parle de ça, etc. En plus, il y avait aussi, de mémoire, il y avait Maxime Henrion. Donc, il y a son père qui fait du 4x4. Philippe Orion, ouais. Et ben, j'ai rencontré Maxime Orion et Nicolas Noble dans cette colonie. Et il me taquinait pour faire du A8. Et donc voilà, j'ai acheté le Mugen comme ça sur RC News et c'est parti comme ça. Excellent. Ouais, c'est une belle histoire. Voilà. À toi, Vivi, je crois. Non, je viens de la poser la question, c'est à toi. C'est mignon. Alors, du coup, comme tu as beaucoup parlé de ton papa, moi, je leur dis, je vais plutôt poser des questions généralistes. On va pas donner la parole à ton papa parce que je vois que tu n'as qu'un seul micro, mais quelle a été cette relation de modélisme entre père et fils, entre vous? Est-ce que ça vous a permis de souder des liens dans une passion commune, ou ça vous a aussi donné des mauvais souvenirs? À cette question, justement, on me l'a souvent posée. Par exemple, depuis que j'ai commencé les lives là, il y a une semaine, il y en a certains qui voulaient justement parler de cette complicité entre père et fils, ce binôme, parce qu'il y en a de plus en plus sur les courses. Et pour être honnête, c'est pas parce qu'il est à côté ou autre, mais je pense que c'est grâce à cette passion commune. Maintenant, mon père, c'est mon meilleur ami, tout en ayant le respect père-fils, mais c'est mon meilleur pote. On se régale, on rigole tout le temps. Après, c'est sûr, il y a eu des périodes difficiles, il y a eu des périodes compliquées, notamment il y a 2 ans, en fin d'année 2018, de mémoire. Après l'Euro au Portugal, où on ne s'est plus adressé la parole pendant quelques semaines. On avait arrêté la saison à ce moment-là. On n'avait pas fait le championnat de France à Castres, justement à cause de cet embrouille père-fils. Et donc oui, c'est pas toujours rose, mais ça nous a vraiment soudés encore plus que, je pense, une relation père-fils, si je peux me permettre, normale. Et on partage tout. Et puis même dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Donc, et puis ma mère, elle est là et comment dire, elle fait le pivot, c'est-à-dire celui qui a raison, etc. Bon, généralement, ils se mettent tous les deux contre moi. Et ça se passe bien. Bon, la maman avec son fiston, ça marche pas, le petit duo Si, ça marche, maman avec le fiston. Ouais, quand même. L'avantage, c'est que j'ai 3 sœurs et je suis le plus petit. Ouh. Donc, du coup, ça passe un peu plus. J'ai eu un peu la chance d'être le petit chouchou. Donc, oui, si, ça passe bien, ça passe vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup de chance, justement, de partager ça dans la vie de tous les jours et partager ma passion avec mon père. C'est vraiment
c'est vraiment top. On a vraiment partagé des magnifiques. On a pleuré ensemble, on a rigolé ensemble. C'est vraiment des beaux moments à partager. Et sans la RC, peut-être que j'aurais jamais partagé ça. Ouais, c'est cool. Bon, c'est bien, tu m'as presque filé la larme à l'œil, je t'en félicite. Ce genre d'histoire, je pourrais en écouter des centaines par soir. Et, Non, mais c'est sûr. mais ouais, non, mais c'est super touchant parce qu'on a toujours l'aspect un peu mécanique, et c'est quoi ton setup et machin, mais on n'a pas forcément l'histoire du pilote en lui-même avec toute la relation qui peut se créer autour. Enfin, il n'y a vraiment pas que la préparation de la Ah, voiture. mais c'est le plus fort, c'est le plus fort. Moi, C'est ça. pour moi, mon meilleur souvenir en est huitième. Après, j'en ai eu vraiment des. C'est ma 16e année de RC, donc on en a partagé quelques-uns quand même, des souvenirs. Mais je pense que le plus beau, c'est quand j'ai fini troisième à l'Euro B à Barco, en Italie, en 2018. Que j'avais en tant que mécano, j'avais Yannick Egoin, donc une grande légende quand j'étais en 5e, et même encore aujourd'hui, et mon père à côté. Et on finit troisième, on attrape le podium presque à la fin, alors que c'était une course un peu compliquée. Et que là, je descends, donc tout le monde me félicite, j'entends de belles paroles de grands pilotes, de grands monsieur. Et donc Yannick me félicite, me fait un gâté. Et là, je vois mon père qui pousse un peu tout le monde et qui dit ouais, il est où mon fils, il est où mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. Et je le vois, il a les larmes aux yeux. Et d'un coup, on se met à s'effondrer tous les deux, et comme si on était champion du monde un peu. Mais on a juste fini troisième de l'Euro B. Mais je veux dire, partager ça, d'où on vient, et partager ça, c'était je veux dire, de savoir d'où on vient, du 5e tout-terrain où on débroussaille les champs de patates, à taquiner un peu dans cette catégorie reine, et avec mon père, alors qu'à la base, il n'aimait pas cette discipline-là. C'est magique. C'est vrai que c'est énorme. C'est- Alors, pour ceux qui sont pas du Je crois sud-est, que t'as fait pleurer Virginie. ouais, grave, putain, vous m'avez grillé, quoi. J'étais là, je vais m'essuyer mes petits yeux délicatement, mais ouais, t'as réussi à me foutre la larme à l'œil, quoi. Et pour ceux qui sont pas du sud-est, un gâté, c'est un câlin. C'est pas là. Ouais. Oui, parce que je me suis dit, putain, un gâté, là, ils vont être perdus. Désolé. Surtout que moi je suis du Nord et je connais pas du tout l'expression. Ah oui, pardon. On en a quelques-unes comme ça. C'est ça. C'est comme si tu leur dis, il y a des gains, je pense qu'ils vont pas comprendre. Ouais, je pense aussi. Des gains, c'est personne. Et du coup, si j'ai une autre question, évidemment. Donc, tu as été sur Agama, je sais plus, 1 an ou 2 ans? Ah non. 1 an. Bon, je ne savais plus exactement le nombre d'années. Tu es passé sur X-Ray. Et là, Ouais. ça a été l'explosion. Enfin, nous, de notre ressenti un peu extérieur, l'explosion en course, quoi, au niveau des résultats, machin. Donc, non, ce n'était pas le Giro. Fallait que je la place. Et qu'est-ce qui a fait que tu penses que tu as passé ce cap de performance entre ces deux saisons qui ont été, enfin, à mon sens, littéralement opposées? Euh, les deux saisons, c'est déjà, je pense, de notre côté, avec mon père, moi je grandissais, je mûris. Notre binôme a mûri aussi. Donc on a appris de nos erreurs faites dans les premières années en 8e. Donc déjà il y a ça. Et ensuite on a été, comme je disais dans mes lives à moi, on a été bercé par Sébastien Léonard et Edouard Hugon. Donc en A8. Ils nous ont appris énormément de choses. Après peut-être que c'était nous et moi côté pilotage que j'ai pas réussi à exploiter les choses à ce moment-là. Mais par contre, ça a été enregistré, et Yannick Egoin et Team X-Ray nous ont pris, on va dire, sous leur aile, et ils nous ont appris énormément de choses aussi. Et puis, j'ai appris certaines valeurs pour progresser, c'est-à-dire par exemple s'impliquer. Je fais pas forcément d'entraînement, pour être honnête. Je vais pas le cacher, j'en ai fait quelques-uns là en début d'année 2020, mais habituellement je fais jamais d'entraînement. Je fais juste beaucoup de courses. Comme vous pouvez le voir par exemple sur mon Facebook, tous les week-ends pratiquement je suis en course, et on apprend énormément de choses en course. Et puis l'implication, et puis la voiture aussi, je pense qu'elle me convient vraiment. La voiture, c'est une voiture simple, on l'a posée direct et ça marchait. J'ai fait le premier CF lors de notre transition chez X-Ray. Au bout d'un mois, je rentre une demi-finale au GP de Montpellier.
Et le premier CF Elite, je rentrais une finale. Alors que c'était ma deuxième année en élite. Alors qu'avec la Gamma, je restais tout le temps en demi-finale. Je dis pas que c'était pas une bonne voiture, mais peut-être qu'elle me convenait moins ou que je l'avais pas à mes doigts en fait. Et, et là en fait sur X-Ray, donc j'ai appris énormément, j'apprends de plus en plus les setups, je sais quand on touche quelque chose, un paramètre sur la voiture, je sais ce que ça peut produire, je le sais de plus en plus. Je m'implique aussi beaucoup sur le choix des pneus, sur le travail des pneus, suivant les conditions. C'est une application, je pense, générale avec mon père qui fait qu'on a progressé comme ça. Et le fait de faire des courses, le fait de se prendre comment ça s'appelle, on va dire des claques en pleine figure qui font que, la meilleure, il faut pas le faire de cette façon-là, ça nous a fait progresser. Je dis beaucoup, mes parents m'élèvent comme ça, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc oui, il faut pas aller dans l'extrême, mais il faut essayer. Si vous tombez, vous vous relevez et vous repartez. C'est comme ça qu'on progresse, je pense. Et c'est comme ça que nous, ça a fait la transition un peu tchatcheuse. Donc voilà. Après, oui, c'est sûr que là, cette année, en plus, malheureusement, avec le confinement, c'est compliqué. Mais j'étais très très chaud pour faire un peu plus de training, appliquer vraiment les fondamentaux, apprendre de nouvelles choses et faire une grosse saison, je pense, comme beaucoup. Et puis voilà, mais bon, ça, ce n'est que partie remise, on va dire. Bah ouais, là, on n'a pas trop de visibilité sur ce que ça va donner. Ouais, Bon, l'avantage, c'est que après personne aussi, n'aura roulé. oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, il y a un truc aussi, je pense que les personnes extérieures ne le voyaient pas. Je vais le dévoiler comme ça, mais dans le Chimagama, donc j'étais avec Edouard Hugon, Kevin Michaudet et Adrien Brins. Et il y a eu quelques histoires en interne qui ont fait que ça a fait un peu une mauvaise ambiance. Alors que les trois, c'est des copains. Hein. Mais je pense la transition qui a fait que j'ai bien progressé, c'était avec Adrien l'année suivante, qui était resté chez Agama et moi sur X-Ray. Et en fait, on se poussait tous les deux à battre l'autre, en fait. Donc à vraiment s'appliquer, etc. Par exemple, sur les. En fait, on regarde. Moi, perso, et je pense que aussi, il pourra vous le dire, on regardait sur les tableaux, on regardait le résultat de l'autre. On regardait pas les autres, en fait. C'était vraiment Adrien et Junior. Et on se bagarrait comme ça, et c'est l'année folle où on a progressé tous les deux. Donc je pense qu'avoir un concurrent comme ça direct et qui lâche pas, je pense que c'est le mieux, quoi. Oui, ça a permis de Donc, vous voilà. challenger. Et puis en plus, vous avez mis un peu toutes ces histoires de côté. Et au final, vous êtes toujours super Ouais. potes. Ah non, nous, c'est un très grand copain. Mm. Un très grand copain. Non, mais de toute façon, c'est sûr qu'on a toujours un point de repère euh, sur quelqu'un, un objectif atteignable et sur lequel il roule plus vite que nous et on a envie d'aller le chercher. Par exemple, à une époque, moi je voyais Yannick Aigouin, j'essayais même pas parce que c'était trop. Il y avait trop de tours d'avance par rapport à moi. Voilà. Mais en tout cas, je suis toujours un objectif et toi tu l'avais trouvé. Du coup, j'en profite puisque tu disais que cette saison, elle est, elle est pas bien partie à cause de ce qui se passe en ce moment, voilà. Et on a vu sur pas mal de chaînes en ce moment YouTube beaucoup de gens qui jouent à VRC. Je voulais savoir si tu jouais et ce que tu en pensais de ce jeu et de cette simulation. Ouais, je joue à VRC, donc je pense que j'étais. Pareil, mon père m'a mis dedans depuis longtemps. Mon compte a été créé en 2011 ou 2012 de souvenirs, donc j'avais 14 ans, 15 ans à peu près. Et tu me disais que tu m'as connu à l'époque là-dessus. Ouais, je t'avais connu comme ça. J'ai aussi connu Anton Rossetti, donc sur VRC, et Jérôme Delcourt, mais la bonne vieille époque sur VRC. Il y avait des Basile Courciel, etc. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que la piste. Pour les nouveaux, là, il y en a, il y a le tout-terrain, c'est peu. Mais à l'époque, il n'y avait que la piste. Et même avant ça, je jouais à Big Scale Racing. Ah oui. Donc, c'était des voitures 1.5. Oh là là. Des voitures 1.5. On a retrouvé le CD avant-hier avec mon père, ou hier. Et ça fait nostalgique un peu. Et donc, pour en revenir, oui, cette simulation, elle est rigolote. Ça permet de travailler un peu les réflexes, la régularité. Mais moi, je préfère rouler en piste, sur le macadam, sur le bitume. Je préfère.
ça me fait travailler plus vraiment la vitesse, la régularité, que je trouve que le tout-terrain est très peu réaliste, cette simulation. C'est très bien fait, mais je veux dire, on peut travailler beaucoup le setup, et si on change par exemple d'un différentiel sur le jeu, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en vrai. Donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que ça permet de maintenir les doigts. À l'époque, moi, j'y jouais souvent tous les hivers, parce que je faisais pas de 1/10. Maintenant que je fais un peu de 1/10, ça faisait, avant cette période, ça faisait 2 ans que j'avais pas réenclenché le jeu. Donc, effectivement, cette simulation, elle est rigolote. Et puis, ouais, j'y joue presque tous les soirs. Une petite heure par soir, et ça permet de se chauffer et toujours avoir cette envie de bombarder au retour, en fin de trêve, on va dire. Bon, t'avais vu l'autre jour dans la vidéo que j'avais publiée avec le champion du monde, Bruno Coelho. Ouais, avec Bruno et Noah, ouais, il y avait Michael Derdarian aussi, c'était cool. Exactement. Le Team X-Ray. C'est ça. Ok, bah vas-y, Vivi, à toi. Du coup, une dernière question. Je regarde un peu le timing. On n'est pas loin de la demi-heure. Et même si on prend un peu de retard. Tu la vois comment, toi, à la fin de saison? C'est-à-dire, Tu penses que ça va la fin de reprendre saison. prochainement? Il y aura un CF, pas de CF? Euh, Moi, je pense, j'espère. Après, je me dis ça, j'essaye de me rassurer. J'espère vraiment que cet été, tout ce qui se passe en ce moment, c'est de l'histoire ancienne et que toutes les personnes, de manière générale, puissent retrouver leurs proches. Et après, sur le fil, qu'on puisse réattaquer notre passion. C'est sûr, une petite piste, l'odeur du nitro, ça manque un petit peu. Donc après, j'espère pour cet été. Après, le problème, c'est qu'on peut avoir une seconde vague qui fait que si tout le monde sort à nouveau, ça peut repartir de plus belle. Donc c'est un sujet un peu délicat. Donc ouais. J'espère cet été. J'espère au moins faire 2 manches de championnat de France, enfin, on va dire après cet été. D'accord. C'est encore un peu tôt pour le dire tout ça. Ouais. Tout à fait. C'est compliqué. Bon, une question qui intéresse beaucoup de personnes parce qu'ils voient quelque chose posé devant ta caméra. Tu nous présentes un petit peu ton matériel et puis tu nous listes aussi tes sponsors en même temps que tu nous le présentes. Ok. Donc, comme beaucoup, je pense, le sait, je roule sur un X-Ray XB8 2020. Sponsorisé notamment par Egon Racing, donc, qui distribue cette voiture. Petite parenthèse pour parler aussi des sponsors. La carrosserie, donc, elle est peinte par Sylvain Jeunhomme, RC Model Team, donc en région parisienne. Pour les stickers, justement, Antoine Rossetti, que j'ai rencontré sur VRC, qui me fait les stickers maintenant, donc Krusty Design. Donc, voilà. Ensuite, en termes de moteur, je suis avec un FX. FX K301. Donc c'est un moteur fabriqué en Slovaquie par l'entreprise UDI. C'est un 3 transferts. Donc ça fait depuis le début de l'année que je roule avec. Ensuite, je roulais avec les servos, l'électronique, les servos moteurs, direction et gaz frein avec les servos SRT. Donc tous les produits que j'utilise sont distribués par Egon Racing. Donc j'utilisais les servos SRT. Donc cette année, on va passer sur les servos Sanwa. Donc les PGB XB2. Donc voilà, ils sont encore dans la boîte. Je vous donnerai un retour après tout ça. Donc j'utilise aussi une radio Sanwa M17. Donc avec les stickers, comme vous pouvez voir, les stickers Krusty Design. Donc on a les mêmes aussi, si je peux me permettre, on a les mêmes sur les casques. Sur les nouveaux casques un peu à la mode en ce moment. Ensuite, donc j'ai des petites options en termes de matériel X-Ray RC Project. C'est un ingénieur italien. Donc des options d'entretoise à l'arrière. Je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo la partie dorée. On la voit bien. C'est pour reculer, c'est des entretoises pour reculer les amortisseurs. Donc ça c'est RC Project. Je roule avec les pneus, donc un fabricant italien aussi, les Hot Race. Donc c'est ma 2e année sur Hot Race. Et je pense que c'est la 4e année que cette marque existe en habituel tout-terrain. Parce qu'elle faisait de la piste à l'époque. Donc voilà, les pneus Hot Race. Carburant.
En carburant, j'étais Sigma RC Fuel, donc un carburant Egua Racing. Depuis le début de l'année, je suis passé Runner Time, donc il est distribué aussi par Egua Racing. Je voulais faire des tests sur la différence entre deux carburants. Donc on n'a pas eu le temps encore de bien travailler ces tests. Voilà. Après, depuis cette année, je suis sponsorisé X-Ray Europe aussi, X-Ray officiel, donc par l'équipe en Slovaquie. Après, voilà, que dire de plus sur les sponsors? Je veux pas en oublier, je veux pas en vexer. Si tu peux aussi en même temps nous remontrer ton châssis verticalement bien proche du téléphone. Voilà. Comme ça. Ouais, même plus près, tu le bouges et comme ça. Voilà. Comme pour que les gens ils aperçoivent un petit peu comment ta voiture est. Bon, le filtre est un peu sale, comme sur mes dernières vidéos. On n'a pas eu le temps de travailler dessus. T'as toujours pas refait ta bagnole? Et non, j'ai pas eu le temps. On refait l'atelier avec le DAD, donc. VRC, c'est plus important, je vois. Ouais, mais le c'est 1 heure par soir, ça va. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment, ça c'est le châssis 2020. Donc qui a déjà une course, la Charm Cup, donc une course en Ligue 9, la Charm Cup, et un training à Pertuis, dans le sud de la France. D'accord. Voilà, après en stickers, comme je disais, c'est Rusty Design. Aussi, tu peux nous montrer ta carrosserie de très près de la caméra? Oui, cette façon-là. Ouais, c'est bon, on voit bien là. Ouais, voilà, là on voit bien. Ouais, super. Avec le petit dad devant. Elle est vraiment belle. Après, voilà, pour moi, on va dire c'est le sponsor vraiment officiel, le vrai. Parce que avec ma mère, ils m'ont aidé justement quand j'étais tout petit, quand j'étais minot. Et je pense que c'est la moindre des choses. Puis on est une équipe, donc. Voilà, Qu'est-ce que tu voudrais dire à des gens qui te regardent et qui font pas de compétition et qui voudraient peut-être se lancer dans la compétition? Qui voudraient peut-être se lancer dans la compétition. Donc moi, je pense, l'idéal, après oui, il existe par exemple des kits RTR. Ça, je suis d'accord. Mais moi, je partirais plus si quelqu'un a vraiment une motivation. Il faut avoir la motivation parce que c'est quand même une catégorie, une passion qui coûte de l'argent. Je pense qu'il serait intéressant que cette personne-là achète un kit compétition d'occasion. Et pour moi, c'est le mieux qu'il puisse comprendre la voiture comme elle est. Même s'il ne sait pas piloter, au moins il a une certaine base. Il pourra apprendre les connaissances techniques, appréhender vraiment ça. Après les RTR, j'en ai jamais eu, donc je peux pas trop dire. Je pars du principe que si la personne elle est motivée et qu'elle achète par exemple une voiture compétition dès le début, elle va vouloir rentrer dans la compétition. Et suivant comme la personne aimerait développer cette passion, peut-être avec son enfant ou je ne sais pas, avec un frère ou autre, je pense que le mieux c'est vraiment de se focaliser sur être le meilleur. Même si c'est pour se faire plaisir, on se fait toujours plaisir, mais être le meilleur. Donc pas forcément mettre beaucoup d'argent au début, mais avoir un matériel fiable et vraiment se renseigner auprès de certains pilotes, quel que soit leur niveau. Je pense que c'est le mieux. C'est pour ça que j'essaye moi de faire des petits lives, entre guillemets tutos. Je reçois énormément de questions de jeunes pilotes, jeunes en RC, hein, pas forcément jeunes en termes d'âge, mais je reçois souvent des questions qui, moi, me paraissent maintenant simples, mais c'est vrai qu'on est tous passés par là, il y a un début à tout. Et donc, moi, je pousse les nouveaux, justement, à envoyer des messages à nos nouveaux pilotes pour poser des questions, parce que commencer ce genre de catégorie seul, c'est compliqué à jouer. Ouais, c'est pour ça que c'est important d'aller vers les clubs. Voilà, c'est ça, vraiment aller de rejoindre un club. Si ça intéresse vraiment la personne, rejoindre un club, se renseigner, il y a des forums, automodélisme, RC Mag, des choses comme ça. Renseigner vraiment, avec les réseaux sociaux, c'est très simple maintenant. Donc, je pense qu'il faut se renseigner, pas faire n'importe quoi au début, pas acheter n'importe quoi. Après, on arrive à une époque où tout le matériel fonctionne. Les voitures marchent.
tous les moteurs marchent. Je dis vraiment large, mais tout qui marche. Donc après, ça dépend aussi un peu de la zone, la région où vous habitez. On va avoir un support. Si par exemple, je sais pas, vous êtes dans le nord et qu'il pleut souvent, ou que vous ne pouvez pas trop rouler, je vois tes gros yeux, et que, je sais pas, peut-être commencer par un J'ai un coup de soleil là. Hein. Il a fait quoi? Il a fait 15 degrés. Je suis en t-shirt, j'ai un coup de soleil. Donc ouais, après, je pense que il faut se renseigner en amont, pas faire n'importe quoi, et puis, ça sera un plaisir pour nous tous, nous les pilotes qui faisons par exemple de l'élite, de répondre à vos questions et avoir de nouveaux concurrents, voir de nouvelles têtes, quoi. Donc, je vous pousse vraiment. Après, avec un RTR, vous pouvez aussi faire de la compétition. J'en ai vu, par exemple au challenge qui était organisé par Iguan Racing. J'ai vu des RTR, si vous voulez, et après, voilà, il faut se faire plaisir. Moi, je parle du principe, il faut se faire plaisir. Et puis, si vous pouvez, vous prenez une voiture compétition. Et si vous pensez que la RTR vous semble plus avenante, n'hésitez pas. Mais surtout, n'oubliez pas un truc, c'est qu'il faut se faire plaisir. Et on partage des bons moments le week-end. Et on s'embête assez la semaine au travail. Donc voilà, il ne faut pas que ça devienne une contrainte, cette passion. Voilà. Bien dit. Ça y est, on a quelques questions sur le chat. On a. Oui, parce que du coup, on fait la transition. Ah, je t'entends plus, Tony. Ouais, Tony, tu bugs. Ouais, on a perdu Tony. Non, c'est bon, il est revenu. Ah, c'est bon. J'ai vu que tout suffisait. Donc, on avait dit qu'on va essayer de limiter parce qu'on avait peur que ça parte sur un format d'une heure. Donc, maintenant, on va passer à la partie questions du chat. Et donc, j'ai vu qu'il y a déjà 2-3 questions qui ont été posées. Tout à fait. Sans compter des questions, mais c'était plus de l'humour qui avait été posé. Tu veux que je pose la première? Non, parce que je suis en train d'en lire une, tu feras la seconde. Ça marche. Alors, sur une question, la première qui me vient à l'esprit, Christophe Roncalli qui demande: Junior a roulé sur toutes les disciplines, TT un 5e, un 8e et un 10e. Y a-t-il des différences de pilotage propres à chaque catégorie et laquelle préfère-t-il? Coucou Chris. C'est une bonne question. Après, à l'heure actuelle, là en 2020, le 1/5e, pour être honnête, je pense que c'est une discipline, sans dénigrer cette discipline, et puis il y a le DAD à côté. Voilà. C'est un peu une discipline, je pense que si je continue la RC et que j'ai 40 ans, je retourne en 1/5e. Voilà, la 5e, c'est vraiment très, très famille, il n'y a pas trop l'esprit team, il y a pas, tout le monde est mélangé, si je peux me permettre. C'est vraiment, on est plus à l'apéro que à penser à la RC. Voilà, la 5e, c'est plus cette façon de penser. Après, en termes de compétition, il y a beaucoup moins de monde, donc ça se voit, il y a beaucoup moins de niveaux. Je le voyais à l'époque, donc j'ai été champion de France en 2010. Bon, peut-être avec un peu de chance à l'époque, mais il y avait énormément d'écart entre chaque pilote. Donc voilà le 1/5e. Après le 8e, c'est ma catégorie vraiment celle que je consacre le plus de temps. Je pense qu'on est en train de faire de belles choses avec le DAD en ce moment. Et pour en venir au 10e, le 10e c'est vraiment bien. Ça fait travailler énormément la vitesse, la régularité, les réflexes. C'est très très rapide, c'est très vif. Et après, moi, le côté électrique, j'ai un peu du mal. Mais le 1/10e, je pense qu'en termes de pilotage, je me fais plus plaisir avec un 1/10e 4x4 que n'importe quelle discipline. Le 1/10e 4x4 sur une piste avec du grip, c'est vraiment très rigolo. Et puis quand ça va vite, c'est incroyable. Même moi, des fois, ça m'arrive après 5 minutes de me demander comment j'ai fait pour pas la mettre sur le toit. Tellement ça va vite, c'est très vif, et puis avec les autres, etc., il y a tout qui va très vite. Alors qu'en la 8e, c'est un peu plus pâteau, si je peux me permettre, et la 5e, on n'en parle pas. C'est vraiment un peu. C'est vrai qu'il y a eu cette image des broussailleuses, parce que c'est des moteurs 26 cm3, mais c'est vrai que ça va un poil moins vite. Mais après, c'est vraiment un bon délire. Après, ça dépend le caractère de chacun. Mais je pense qu'en termes de pilotage, pour résumer, l'indice 4x4,
En termes de course et mentalité générale, la 8e. Voilà, voilà. Super. Ouais, il y a une dernière question, parce que tu disais tout à l'heure justement que les casques c'était devenu à la mode. On va pas se mentir, on en voit partout maintenant sur les courses. Et il y a Jean-Christophe Pelletreau qui te demande: penses-tu, comme Stéphane et moi, que les nouveaux casques avec leur son parfait permettent vraiment de faire marcher l'équipe pilote-mécano? Euh, ouais, ouais, je pense. Je m'explique un petit peu. Au début, on a acheté ce casque. Donc justement, Christophe Roncalli, qui était là juste avant. On a acheté ces casques-là. Euh, c'est vrai que c'est bien plus pratique. Alors, en nitro, notamment, il y a du bruit. Euh, le père en bas, il criait pour que j'entende quoi que ce soit. Suivant où vous êtes, c'est compliqué. Par exemple, à Padova, en Italie, le mécano, on n'entend pas du tout. Donc oui, c'est très très pratique. Après, nous, on est un peu tombé dans l'extrême au tout début des casques. C'est qu'on se parlait tout le temps. On se parlait tout le temps. Et ça le stressait lui, ça me stressait moi. On faisait n'importe quoi. On ne savait pas trop où se mettre. Où se mettre. C'était un peu compliqué. On s'est aussi pris la tête avec le casque. Parce que justement, on se parlait trop. Et je pense qu'il faut juste. Là, on a trouvé un bon équilibre. On s'est fixé des règles. C'est-à-dire que, par exemple, je pars en qualif. Et bah, pendant 5 minutes, lui, il lève le micro. S'il a envie de parler en bas, il parle tout seul. Mais au moins, moi, je suis dans mon. je suis dans, je suis dans ma course. Après, c'est sûr que c'est bien plus pratique pour les remontées. Euh, pour les remontées, pour rentrer au plein, pour parler des écarts avec la personne de devant ou derrière, c'est très pratique. Il y a pas, et puis on peut se dire vraiment, c'est vraiment très, très secret, parce du coup, il n'y a personne qui l'entend. C'est vraiment le petit cocon pilote mécano et c'est vraiment fun. Après, voilà, il faut juste bien l'utiliser. Il ne faut pas faire comme nous, si je peux me permettre, au début, où on parle tout le temps. On tchatche tout le temps et ça devient lourd. Et on a failli très vite se séparer avec le père, jusqu'au moment où on s'est dit, oh, c'est dommage, ça pourrait servir. Donc voilà, il faut juste l'utiliser à bon escient. Et puis Et une petite question, pourquoi un aileron à l'avant? Donc le front wing, donc celui-ci, donc de plus en plus on le voit sur toutes les voitures, donc il s'accroche sur la tour d'amortisseur. Je l'ai pris quand j'étais à Padova il y a 2 ans, donc en Italie. J'avais besoin de le X-Ray avec le train avant à boule, je trouve qu'il manque un peu d'avant, un petit peu d'avant, et avec le front wing, ça m'apportait énormément de précision en entrée de virage. Pour être honnête, ça a marché à Padova. Ça a marché après sur les pistes où il y a beaucoup de. Quand la piste est plate, propre et très clean et avec un peu de. Soit du gros grip, soit pas de grip. Mais pour être honnête, moi je l'enlève plus, je le laisse tout le temps. Parce que je trouve qu'il y a un côté tchatcher aussi. Mais après, c'est vrai que je le sens pas partout. Je pense que c'est pas très utile. C'est plus quelque chose de superflu qu'autre chose. Je pense qu'une personne qui débute, qu'elle le mette ou qu'elle le mette pas, ça ne sera pas la différence. Parce que même moi, je pense que demain, vous me l'enlevez, je le vois pas, je ne sens pas la différence. Je l'avais senti la première fois que je l'ai mis, je voyais qu'il y avait plus de précision en entrée de virage, mais après, je veux dire, on s'adapte très vite au pilotage, donc je pense que si demain vous me l'enlevez, je ne sens pas la différence. À mon niveau, je ne sens pas la différence. Alors une question très sérieuse de Monsieur Noble, pourquoi chante dans le casque du Elton John à l'arc la 42? RCF 42. C'est Nicolas Noble. Ouais. Bah, comment dire, la RCF 42, donc un club de nos amis Léon Rousset et Vincent Dubuquet. Très belle piste, un peu type US, vraiment fun, mais très très compliqué. Pour être honnête, je viens de la cinquième, où il n'y a pas beaucoup de sauts, et il n'y a pas beaucoup de sauts, et là, il y a trop, c'est too much comme on dit, il y en a trop, et puis, je veux dire, on se rate à la première bosse, on se rate de partout. C'est vrai en plus. Il faut vraiment être concentré et c'est très dur. Moi, j'ai énormément de mal avec cette piste. Même demain, tu me mets sur cette piste, ça va être compliqué. Et en fait, le Elton John, j'étais en train de coller des gommards à
pendant les 3e manches de qualif. Et en fait, j'arrivais pas à faire une qualif de 5 minutes sans faire au moins 2 fautes. Sans 2 fautes sur le toit. Et en fait, ça m'agaçait parce qu'on avait la vitesse, on savait faire, mais ça marchait pas. Et, euh, et en fait, j'ai mis du Elton John pendant que je collais les pneus et ça m'a ambiancé. Ça m'a ambiancé et ça m'a un peu fait souffler, ça m'a un peu tranquillisé si je peux me permettre. Et, euh, et en fait, quand on est parti, donc on faisait chauffer le moteur avec mon père, avec le dad, on se taquinait un peu sur le Elton John. On écoutait ça, on rigolait. Et en fait, la qualif est partie et, euh, et je voyais déjà autour de chauffe que j'avais un peu de mal. J'arrivais pas à me mettre dans ma bulle, j'étais pas bien. Et donc je chantonnais du Elton John au casque. Donc mon père en bas écoutait tout. Et en fait, quand je chantais, ça me détendait et je faisais ce que je voulais. Je la mettais où je voulais, j'étais vraiment détendu, c'était top et ça a marché. Et quand je voyais que j'avais un peu des zones où je serrais les fesses et que j'arrêtais de chanter, ce qui était énorme, c'est que mon père chantait en bas pour me remettre la musique et pour me dire oh, chante pour te remettre détente quoi. Et voilà. C'est à trouver une solution pour te mettre dans ta bulle et bien Ouais, piloter. sur Chacun piste, trouvera ouais. sa solution. Ça peut être simplement des écouteurs, de la musique dans d'autres catégories. Mais voilà. Mais c'était fun et le plus dur c'était les 45 minutes en finale. J'ai pas réussi à chanter 45 minutes. J'ai tenu je pense une vingtaine de minutes mais pas plus. Quoi. Même le père en bas il était fatigué. Et c'est laquelle de chanson? C'était ah putain je me souviens plus je pense. D'ailleurs, tout le monde nous demande que tu la chantes. Oh non là je suis pas chaud de la chanter. La chanson Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est quoi la chanson Elton John Don't Go Breaking My Heart. Ah, C'est ça. Ah oui. Pas facile à chanter en plus celle-là. Ouais. Non. On a un petit coup de pied dans les roustons pour la chanter. Ah oui c'est sûr ouais. Mais ouais du coup c'était assez original. Assez original. Ok. Qu'est-ce qu'on fait, Vivi? Est-ce qu'on conclut ici ou pas? Ouais, bon, on fait une petite dernière question. C'est que je sais que c'est pas la première fois qu'il me pose la question, mais je ne sais pas lui répondre. Randy nous dit pourquoi la catégorie Truggy ne prend pas en France, selon toi? Euh, je sais pas, honnêtement. Je sais qu'à l'époque des RC Mac Brushless, il y avait du Truggy Mm. électrique. Après, je pense qu'on a une vision des choses. Après, je vise pas forcément la fédération ou autre, hein, mais on a une vision des choses très différente des autres pays. Euh, Notamment, par exemple, le 4-2. Le 8e 4-2, on l'a laissé souvent, nous, chez nous, en France, alors que, par exemple, dans les autres pays, il n'y en avait pas. Alors que par exemple le Truggy, ça se fait beaucoup aux États-Unis et en France, on n'en a pas. Je pense que c'est plus une mentalité, une façon de faire qui fait que peut-être que le Truggy, c'est pas très intéressant en France, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, j'en ai jamais fait. C'est sûr que demain, il y a un championnat de France Truggy. Je pense pourrait tester. Ça pourrait être vraiment marrant, mais après, je pourrais pas vous dire pourquoi ça prend pas en France. Je sais pas. Mm. Moi, j'ai une petite réponse. C'est vu de quelqu'un qui avait arrêté le modélisme il y a 8-9 ans. C'était à l'époque, ça pouvait pas prendre parce qu'en plus, il y avait déjà du 4-2. Et en Amérique, il n'y avait pas de 4-2. Mm. Donc en fait, j'ai été président de club et donc j'organisais des courses et j'aurais été contre avoir une catégorie de plus sur une journée. Les plannings de courses et les remontées en thermique sont déjà tels à organiser. Si on nous met, on avait du 4-2, des demi-finales 4-2, des demi-finales 4-4. Si en plus il fallait avoir des demi-finales Truggy, ça aurait été une catastrophe. Donc éventuellement, si on arrêtait le 4-2 à l'époque, oui. Voilà, mais ça c'était compliqué. Après le Truggy, voilà, moi je suis contre la multiplication de plein de catégories. Il vaut mieux qu'on soit plein dans une catégorie et qu'on se partage des conseils plutôt que de s'égarer. Mais Mm. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Après, voilà, par exemple, moi, je sais que si un jour on part aux États-Unis avec mon père pour faire une course, on va tripler les catégories, comme beaucoup. Thermique, bah, à 8 nitro, à 8 branchless et Truggy. Après, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Mm. est-ce que tu veux dire un dernier mot?
Dis-moi. Oui, Oui. tu es l'invité. Hein. Merci à vous en tout cas pour cette petite interview malgré le petit désagrément au début avec la vidéo. Merci beaucoup, c'est vraiment cool. J'espère vraiment au fond du cœur que cette vidéo ça pourra pousser un peu plus de gens aussi à parler un peu de leur vie privée et dans la RC. Je pense que c'est le moment avec ce confinement qu'on discute un peu de tout. Euh, Après, dernier mot, je sais pas trop, j'ai un peu timide. j'ai un peu, j'ai un peu timide. Mais en tout cas, merci aux personnes qui nous ont vus. J'espère que vous deux, vous allez continuer à faire ces petites interviews. Et je serai le premier à regarder. Après, petit conseil, si vous pouvez interroger Julien, en faire un 10. Ça peut être marrant. Après, même après, il y a la clique, Maxime Guigui, Adrien Brins, etc. Ça peut être cool, ça. Ah, Adrien Brins n'a pas dit non. En fait, c'est ça, on va demander à chaque fois à l'invité quel est le prochain invité qu'on doit prendre. Ouais, bonne idée. Si c'est moi qui décide, moi je dis Adrien Brins. Allez. C'est moi. Franchement, merci beaucoup à toi. Merci à vous en tout cas, c'était cool. Et puis, plaisir de se revoir bientôt, j'espère. Et puis, prenez soin de vous, les lecteurs, vous, Tony, Vivi. Prenez soin de vous, de votre famille. Et puis, on se revoit vite pour de nouvelles aventures. Super. Écoute, merci encore. À toutes les personnes, excuse-moi Vivi. Non, vas-y. Je vais dire merci, on l'a pas remercié. À toutes les personnes qui nous ont suivis, parce qu'à un moment donné, pour notre première, on était à 50 personnes en moyenne. On est monté à plus de 60 à un moment donné, je pense. Et sans compter que ce live sera visible en rediffusion. Donc au final, il sera vu par beaucoup plus de personnes. Il sera en rediffusion sur Facebook, sur la page Automodélisme. Et si on arrive à la télécharger, la vidéo, elle sera aussi placée sur la chaîne YouTube Tony RC. Voilà. Dernier mot de Vivi. Merci à vous deux. Merci Patrick d'avoir joué le jeu pour être notre cobaye pour cette première interview, malgré les petits couacs techniques et tout ce qu'on a pu avoir au début. Mais bon, il fallait bien se lancer pour déjà nous motiver. Et puis, merci aussi à Tony de refaire partie de ma vie, comme tu as pu le faire avant. Et pour qu'on reparte encore dans de nouvelles aventures, si les internautes ont envie de voir d'autres interviews, si Tony est chaud aussi. Enfin, en tout cas, je suis partante pour continuer sur ce terrain-là. En tout cas, pendant le confinement, moi, c'est pas le temps qui me manque. Hein. Voilà. Moi, c'est bon à partir de 18h, sinon c'est compliqué, mais ça va. Voilà. Ouais, c'est sûr. Super. Voilà. Bon, on termine là-dessus. Merci encore à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci, ciao, ciao. Ciao.